Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aujourd'hui, nous vous présentons un article fascinant rédigé par Mustapha Sohimi, en sa qualité de chroniqueur invité, intitulé Israël, Liban, Iran, des conflits armés. Nous vous invitons à découvrir sa réflexion et son analyse dans ce podcast spécialement préparé pour vous. Mustapha Sohimi commence son article en rappelant un événement marquant, l'attaque du Hamas, de la manière suivante. Depuis l'attaque du Hamas il y a un an et la riposte israélienne qui a ravagé Gaza, la création de nouveaux fronts, spécialement au Liban et avec l'Iran, menace d'embraser la région. Le droit international fournit-il ici un éclairage utile ? Le chroniqueur invité se demande ensuite si l'on peut parler d'un conflit armé entre Israël et le Hezbollah, ou même entre Israël et le Liban ainsi. Peut-on parler d'un conflit armé entre Israël et le Hezbollah, ou entre Israël et le Liban ? Le droit international qualifie de conflit armé tout usage de la force armée, sans égard pour sa durée et ses effets létaux ou non. Nul débat donc, depuis que le Hezbollah, s'affirmant solidaire du Hamas dès le lendemain de l'attaque du 7 octobre 2023, a ouvert un deuxième front en lançant quotidiennement ses roquettes sur le nord d'Israël depuis ses bases au sud Liban, provoquant tirs d'artillerie et frappes de drones en retour. Notre politicien enrichit son propos en revenant sur une attaque spectaculaire, en disant « La situation n'a cessé de s'aggraver, avec la spectaculaire attaque au beeper et talkie-walkie piégés de septembre dernier, non revendiquée par Israël et qui a fait 39 morts et quelques 3000 blessés parmi les membres du Hezbollah. Il faut y ajouter les bombardements massifs de la plaine de la Bekaa et de la banlieue sud de Beyrouth, décimant sa force d'élite, ses commandants et son secrétaire général, Hassan Nasrallah. Sans oublier, les opérations terrestres engagées le 1er octobre contre ces infrastructures, au prix de 2000 civils tués et 1,2 million de déplacés, dont 100 000 Israéliens. Notre professeur revient ensuite sur l'origine du Hezbollah, de cette manière. C'est là le dernier épisode en date d'un conflit né de la création de Hezbollah en 1982 par l'Iran, 4 ans après l'invasion du Sud-Liban par Israël, une réaction aux incursions des combattants palestiniens de cette milice chiite au service de son mentor et de leur objectif commun de destruction de l'État hébreu. Le retrait des troupes israéliennes en 2000, après 22 ans d'occupation, a fait place à un conflit de basse intensité, avec des pics comme celui de juillet 2006. À cette date, le Hezbollah ayant enlevé 2 de ses soldats, Israël bombarde et pénètre à nouveau au Sud-Liban pour 33 jours, causant 1200 victimes civiles et déjà 1 million de déplacés. Poursuivant son analyse juridique, Mustapha Sohimi explique que ce conflit n'est pas international au sens des conventions de Genève et de leur protocole du 8 juin 1977. Il précise que, n'opposant pas 2 États, ni à un État un peuple luttant contre la domination coloniale ou l'occupation étrangère, ce conflit n'est pas international au sens du protocole du 8 juin 1977 additionnel aux conventions de Genève de 1949. Et si le Hezbollah est bien un groupe armé organisé qui exerce sur une partie du territoire d'un État un contrôle tel qu'il lui permette de mener des opérations militaires continues et concertées, il ne les mène pas non plus contre les forces armées de cet État condition du conflit armé non international selon le protocole 2. La définition du conflit armé international strictement entendu par la Cour pénale internationale est en réalité inadaptée au caractère hybride des conflits contemporains, comme l'a confirmé en 2006 le Conseil de sécurité, pour celui opposant Israël au Hezbollah. Mustapha Sohimi approfondit sa réflexion en soulignant qu'un conflit entre Israël et le Liban aurait pu éclater en ces mots. Ce dernier aurait pu se doubler d'un conflit entre Israël et le Liban. Comme en 2006 pourtant, les forces armées libanaises ne sont pas activement impliquées, ne ripostant qu'aux tirs israéliens ayant tué un de leurs membres. Et toute responsabilité dans la réouverture des hostilités a été à nouveau rejetée par le Premier ministre actuel, Najib Mikati. Si le bombardement, par les forces armées d'un État agissant le premier, du territoire d'un autre État, est constitutif d'un acte d'agression, le territoire et la population de l'État libanais, très durement affectés, ne sont pas la cible directe d'Israël, comme l'était par exemple, dans la lutte contre Daesh, le bombardement américain d'une usine d'armement chimique syrienne au printemps 2017. Que le Hezbollah soit aussi un parti politique représenté au Parlement et, périodiquement, dans le gouvernement libanais, que la communauté chiite représente 27% de la population du Liban, ne suffisent pas non plus à faire de cet État une partie à un conflit armé avec Israël. Il continue son argumentation en explorant la question du Hezbollah ainsi. À le supposer pertinent pour en établir l'existence,
le critère imprécis du contrôle global de l'État sur des unités paramilitaires extérieures à ses organes officiels est ici inopérant. Avec 40 000 combattants expérimentés, contre 50 000 pour l'armée régulière, un formidable arsenal de missiles et roquettes pouvant toucher toutes les villes d'Israël, financièrement indépendant de l'État libanais et finançant lui-même de nombreux programmes sociaux, le Hezbollah exerce le contrôle effectif d'environ 10% du territoire. Il est, plus qu'un État dans l'État, un État au-dessus d'un non-État, dépossédé quant à lui des attributs essentiels de la souveraineté. En pareil contexte se pose cette interrogation de principe: quels sont les titulaires et les conditions d'exercice du droit de légitime défense? Les 8500 roquettes tirées par le Hezbollah d'une part, et les 200 missiles lancés le 1er octobre par l'Iran d'autre part, atteignent séparément le seuil d'une armée d'attaque, permettant à Israël d'invoquer, dans les deux cas, son droit de légitime défense. La nationalité libanaise de Nasrallah et le bombardement israélien de l'immeuble de Téhéran ayant tué au mois de juillet le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, paraissent en revanche insuffisants à ouvrir, aux fins déclarées de l'évangile, le même droit à l'Iran. Si Israël a bien repoussé son attaque, celle, plus modeste, du mois d'avril, ainsi que la poursuite de la guerre contre le Hezbollah, peuvent lui faire penser que d'autres attaques suivront. Les conditions d'immédiateté et de nécessité de la riposte, ici satisfaites, posent cependant moins de difficultés que celles de sa proportionnalité, dont l'appréciation du respect par rapport au but global de la défense, selon le jus ad bellum, droit de faire la guerre, dépend de son respect au regard de celui, plus immédiat, de chaque action militaire selon le jus in bello, droit dans la guerre. Concernant l'Iran, Israël ne saurait viser d'autres cibles que militaires, telles que des installations de lancement de missiles balistiques, aérodromes et centres de commandement et de communication, à l'exclusion des infrastructures pétrolières et, plus encore, des installations nucléaires. Repousser une attaque continue permet d'user de la force armée pour contraindre son auteur à renoncer à celle-là. C'est une réaction soumise au test de proportionnalité, elle vise à le dissuader de recourir dans une autre occasion à la force ou de le faire le tout premier. Le chroniqueur invité aborde ensuite la question cruciale de la proportionnalité des ripostes israéliennes. De la manière suivante. Concernant le Hezbollah, l'attaque au beeper et talkie-walkie illustre bien la complexité de la proportionnalité. L'opération viole sans aucun doute l'interdiction conventionnelle, liant Israël, d'employer en toutes circonstances un dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et fonctionne à l'improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu'on s'en approche, ou qu'on se livre à un acte apparemment sans danger. Cela concerne aussi ceux qui ont l'apparence d'objets portatifs inoffensifs, mais sont en fait spécialement conçus et fabriqués pour contenir des matières explosives. Mais cette licéité intrinsèque n'exclut pas de méconnaître aussi le principe cardinal de la distinction entre combattants et civils. Les membres du Hezbollah et non leur système de communication étant les cibles des pièges, booby trap, il faut alors déterminer si les victimes appartenaient toutes à la branche militaire du mouvement ou assumaient d'autres fonctions, administratives ou médicales, les assimilant à des civils sauf à participer aux hostilités. Au-delà, les catastrophes en cours au Liban et consommées à Gaza posent une question fondamentale. Dans un environnement où les structures et les membres des organisations armées sont immergés au milieu des populations civiles et sous elles pour mieux violer leurs obligations internationales, leur annihilation totale peut-elle jamais satisfaire aux critères de proportionnalité de la défense, au point même de la délégitimer, et avec elle son auteur? Pour conclure, Mustapha Sohimi élargit la discussion en soulignant les conséquences des conflits en cours au Liban et à Gaza en ces termes. Quelles sont les bases juridiques d'une résolution du conflit Israël-Hezbollah? Elles sont posées par la résolution 1701 du Conseil de sécurité du 11 août 2006, qui appelle à une cessation immédiate de toutes les attaques du Hezbollah et de toutes les offensives militaires d'Israël. Elle demande aussi au gouvernement libanais et à la FINUL, force intérimaire des Nations Unies au Liban, de déployer leurs forces ensemble dans tout le sud, au gouvernement israélien de retirer en parallèle toutes ses forces, au gouvernement libanais d'étendre son autorité à l'ensemble du territoire libanais. De sorte qu'aucune arme ne s'y trouve sans son consentement et qu'aucune autorité ne s'y exerce, autre que la sienne. Elle exige enfin à nouveau le désarmement de tous les groupes armés au Liban, 1-2, 3 et 8. Ces exigences demeurent actuelles, aucune d'elles n'ayant été satisfaite ou ne l'étant plus à nouveau. Leur réalisation appellerait aujourd'hui un engagement international déterminé. Le démantèlement en cours de toutes les structures terroristes commande à la fois la restauration de la souveraineté du Liban, la survie de l'État d'Israël et, au-delà, la création d'un État palestinien, un horizon centré sur un règlement politique négocié,
le seul à même d'échanger la fin de toute occupation contre les garanties de sécurité indispensables à Israël. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Votre écoute et votre fidélité sont une source précieuse pour nous. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour de nouvelles réflexions. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.